Merci beaucoup. Je crois que les problèmes, enfin problématiques majeures du débat d'aujourd'hui ont déjà été bien posées par les deux artistes et chercheurs qui sont intervenus. Antoine Moreau, si tu peux venir nous éclairer sur la licence art libre et compléter aussi ce panorama avant de passer la parole à un autre musicien. Merci. Je vais vous présenter la licence art libre et la façon dont dont elle a pu être rédigée. Tout simplement, ça a été, après l'observation des logiciels libres, la façon dont les logiciels se créent par les informaticiens, essayer de voir si la création libre, selon les principes du copyleft, c'est-à-dire droit de copier, droit de modifier, droit de transformer les œuvres, et maintien de ces droits, c'est-à-dire interdiction de refermer ce qui a été ouvert, si ces principes de création du logiciel libre pouvaient s'appliquer à la création hors logiciel. En 2000, avec quelques amis artistes, j'organise des rencontres entre informaticiens du libre, artistes, juristes, personnes du monde associatif, pour voir, pendant 3 jours, voir s'il était pertinent de pouvoir créer de façon ouverte selon les principes du copyleft. Et on s'est rendu compte que c'était tout à fait pertinent, tout à fait intéressant, puisque nous avions, et les uns et les autres, les mêmes intentions de partage et les mêmes intentions de faire en sorte que ce partage ne soit pas, j'allais dire, béat et naïf, mais soit également protégé par le fait qu'on ne puisse pas retirer dans ce qui a été mis dans un pot commun, qu'on ne puisse pas le retirer pour des intérêts privatifs. Ce qui est à chacun est à tout le monde, et ce qui est à tout le monde est à chacun, de façon à pouvoir vraiment créer un ensemble de richesses communes. Donc ça, c'était en 2000, et tout de suite après, on répète ces rencontres pour, en juillet, rédiger un outil juridique qui est la licence art libre. Licence art libre, donc depuis 2000, c'est-à-dire un peu avant les licences Creative Commons, et licence art libre, Free Art License, qui est aujourd'hui recommandée par la Free Software Foundation, donc la fondation à l'origine du projet GNU, c'est-à-dire du concept du copyleft, et qui est toujours une licence efficiente et opérationnelle. Et j'insiste là-dessus, au niveau international. C'est pas parce que ça vient de la France que c'est une licence franco-française. On a la chance qu'en s'appuyant sur le droit français, grâce à la Convention de Berne, cette licence est facilement adaptée à l'ensemble des pays, pratiquement tous, qui ont signé la Convention de Berne. La semaine prochaine, en Uruguay, donc pendant la Biennale d'art contemporain d'Uruguay, une exposition connexe à cette biennale, ce qui s'appelle The Connective Eye, va regrouper un ensemble de collectifs, dont Copyleft Attitude, qui présentera là quelques œuvres, et notamment qui présentera ce que j'ai mis ici sur cette table, c'est-à-dire une Copyleft Box. Copyleft Box, c'est le nom que j'ai rebaptisé de la Pirate Box, qui a été inventée par un professeur d'art plastique new-yorkais, sous licence art libre, et que nous avons réadapté, notamment, il y a notamment un maître de conférence à Lille qui a traduit le mode d'emploi, et nous, on a rebaptisé tout simplement en remaniant le logo de cette Pirate Box, pour finalement n'accueillir que des données libres, des données qui sont légalement copiables, diffusables et transformables. Si vous avez un téléphone portable ou un ordinateur, vous pouvez directement vous connecter sur le Wi-Fi Copyleft Box et télécharger les images, les vidéos, les musiques qui sont contenues là-dedans. Vous pouvez également la charger si vous avez des données libres à mettre dedans. Donc voilà, le principe, c'est vraiment ça.
c'est vraiment avoir une disposition d'esprit, et pas simplement une disposition technique, hein, ça passe aussi par la technique, mais une disposition d'esprit à faire en sorte que, en fait, tout comme le langage qui circule entre nous et qu'on ne peut pas s'approprier de façon définitive, qu'on peut toujours copier, diffuser, transformer, comme le langage, on puisse créer des données ouvertes, mais qui restent ouvertes. C'est la raison pour laquelle on a été tout de suite beaucoup plus intéressé par les principes du copyleft, du logiciel libre, que par ceux de l'open source. Parce que très souvent dans l'open source, la clause copyleft, évidemment, n'existe pas, et il n'y a pas d'interdit à ce que ce qui est ouvert demeure ouvert. Donc c'est une conception de la liberté un peu en absolu, qui ne se prolonge pas en possible égalité pour tout à chacun et en possible, on va dire, fraternité également s'il est possible de vivre en commun. Je peux vous montrer aussi autre chose, puisque ce soir, il y a le finissage d'une exposition, et c'est une première à Paris 8, à l'université de Paris 8. C'est une étudiante qui a réalisé comme travail donc pour cette année, pour l'an dernier, qui a réalisé une œuvre, vraiment une œuvre, et ça fait le lien avec ce qu'a pu présenter Primavera tout à l'heure, une œuvre vraiment physique, une sculpture, et qui, autour de cette sculpture, en la mettant sous copyleft, a déclenché tout un tas de propositions d'autres auteurs de toute qualité, des artistes professionnels, comme des amateurs, comme d'autres n'ayant aucune prétention à l'art. Et cette sculpture a pu ainsi générer des œuvres et produire cette exposition. Il y a un article qui est paru dans le Parisien, je vais vous montrer dernièrement, et qui fait état de cette exposition. Donc ce soir, si vous avez un peu de temps, et si la pluie est assez clémente, je vous invite à aller voir cette exposition. Il y aura notamment une chorégraphie à partir d'une œuvre qui a été créée comme ça sous copyleft. Pendant que tu cherches le site, je voulais mentionner aussi également un festival qui s'appelle Malopixel et qui va démarrer à Paris et qui va se prolonger jusqu'en décembre et qui présente un certain nombre d'artistes qui travaillent à partir du libre. Voilà, donc ça c'est l'article qui est paru dans le Parisien. J'avais demandé à ce que à Elisabeth Racine, oui, qu'elle puisse distribuer des feuilles vierges copyleft, c'est-à-dire avec la mention légale copyleft, de façon à ce que vous puissiez faire quelque chose, écrire ou dessiner quelque chose, que je puisse en prendre une photo pour avoir une copie numérique et que vous gardiez évidemment votre original parce que c'est votre œuvre. Hein. Mais peut-être que la feuille, vous la trouverez après. Ceci pour dire également que, pour moi, l'important, c'est vraiment le passage à l'action. Dire que par trop réfléchir sur si on peut, on ne peut pas, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, il me semble vraiment important de passer à l'action selon les principes qu'on s'est donnés et créer dans des conditions qui permettent effectivement ces possibilités de création ouverte. Alors, je vous laisserai interagir avec Antoine après. On a par Skype qui nous attendent Marco Mancuso et Bertram Nielsen. Donc, je vais demander à Sylvain Giraud de faire assez court sa présentation. On reviendra après à un débat tous ensemble sur ces problématiques. Donc, je t'invite à venir nous présenter ton travail, mais en m'excusant par avance de te demander de te limiter à un temps assez court, puisqu'on a nos deux Italiens à Milan qui vont intervenir par Skype après toi. D'accord, merci. Bonjour.
Je m'appelle Sylvain Giraud, je vais être très bref de toute façon parce que en fait, mon propos est bien moins ambitieux que ceux qui ont été dits auparavant. Moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Figures, c'est un groupe nantais à la base, on est 3 membres. Et avec nos études, quand on a eu besoin à un moment donné de partir et de s'expatrier, il y en a un qui est parti sur Paris et l'autre qui est parti à Aix-en-Provence. Moi, je suis resté à Nantes. Et on a dû travailler, donc apprendre à travailler à distance. Et comment faire pour travailler à distance, justement, quand on n'a pas forcément d'autres moyens pour répéter, etc. On s'est dit que par Internet, c'était un bon moyen. Donc on a plein de plateformes en ligne maintenant qui permettent de diffuser les données et de se les échanger assez rapidement. Ça, c'est vraiment une très bonne chose parce que du coup, on a pu travailler comme ça à partir d'enregistrements qu'on faisait à la maison, qu'on retravaillait ensuite en groupe par Internet. Ça permet de faire plus de sélections, etc. Peut-être moins perdre de temps dans un laisser-aller d'idées quand on est en collectif et qui sont des fois un peu fouillis et qu'on n'arrive pas à cerner. Donc voilà, ça c'était une bonne chose qui s'est faite quand on est arrivé comme ça à ce moment-là, quoi. Et donc ce qui s'est passé par le même moment, c'est qu'on a créé un album qu'on a voulu diffuser d'une manière ou d'une autre, et naturellement la seule réponse en fait qui est venue, c'était de se dire on va la mettre sous licence Creative Commons, puisque du fait qu'on n'avait pas de base fixe ou de point d'attache géographique, c'était difficile de faire des démarches tous ensemble, de pouvoir aussi organiser des concerts ou des endroits pour se faire connaître, puisque tout de suite il fallait être payé, il faut être rémunéré, c'est compliqué quand on est un jeune groupe comme ça. Donc on a fait un album avec une licence Creative Commons qui a pu partir un peu aux quatre coins du monde, en espérant qu'il y ait des gens qui continuent de reprendre, de remixer. On les laisse faire, il y a libre cours à leur imagination. Et voilà, grosso modo, c'est un petit peu ça l'idée. Donc je vais être aussi bref que ça et je vais laisser la parole à nos amis italiens. Merci beaucoup. Je vais inviter nos amis Marco Mancuso et Bertram Nielsen de DigiCult à Milan à intervenir par Skype. Hello Marco, hello Bertram. Can you hear us? Yes, of course. Okay, great. So we hear you perfectly. If you want to introduce yourself. Okay. Hello to everybody, first of all, and I would like to thank you, all of you, for giving us the chance to do this presentation. Thanks to Anne-Cécile, to all the MCD equipe, and to the people at Open World Forum. And I am Marco Mancuso, director of a project called DigiCult, which is a project concerning the impact of digital technologies on art, design, and culture more in general. And here behind me there is Bertram Nielsen, who is part of the Digital Network, but he's much more than this, and he's a sociologist, and he's very, very involved and keen in all things concerning the impact of open technologies on society and more in general on creativity and economy and all the things around the possible concept and applications of open culture. And we have here only 30 minutes to give you a presentation of a very challenging project that we followed together with MCD, who quite 1 year ago contacted us to develop this idea of a special publication for the magazine MCD. For us was really a great chance, because we are really all digital and we never have the chance to collaborate in the past for a printed magazine. So for us was quite really challenging. And me and Bertram in the past month, probably in the past two years, we discussed many times about the developments and the possible connections among the growing up open cultures and a lot of concepts that turns around this idea of open culture and the possible applications on what is the main core of DigiCult as a project. It means art, it means design, it means music, it means the possible connection between art and science, it means design and architecture, of course, which are all subjects that normally we touch in our interviews and essays and reports from festival and so on.
So starting from this idea, I give a general presentation of the publication. I don't know if you have the printed magazine in your hand at the moment. Yes, I'm showing it at the same time as you speak. I'm showing the magazine. Okay, and the idea was to apply a general overview about some keywords concerning open cultures that I think are also keywords more in general inside the Open World Forum, probably in all the panels that are going on there in Paris. Some keywords like open culture, of course, but also open innovations and peer-to-peer communities and do-it-yourself practices, and which could be the possible applications. The idea was to develop which could be the possible applications of all this growing and changing culture on different disciplines, and we focused our attention on 5 different disciplines, which were internet and society, which were music and sound, which were design and architecture, video and audiovisual, and last but not least, the possible connection between art and science. Because it is a network, a wide network of authors in terms of critics, curators, but also journalists, researchers, and academics, I decided to create like a task force of 5 different authors that could follow one of these sections, each of these sections. So Bertram Nissen, who developed also the original idea with me, took care about the first section, which is the more general one, focusing on the possible application of open cultures and open technologies on creativity and the newborn of also new economies and new possible a relationship between creativity more in general and technologies, focused on internet and society. There was Klaus, who is also a curator and a PhD researcher, who followed also together with me the second section about video art and audiovisual art, so the possible connection also between sound and images. A third section followed by Elena Bizet, who is also a researcher in the world of music and sound, who followed exactly this section, focusing her attention on a possible connection between sound and music. The first section is followed by Sabina Barcucci, who is an architect and also a researcher, who focused on design and architecture, and the last one was Alessandro Delfanti, who is also a PhD researcher and a journalist and a book writer, who followed the possible connection between art and science. And we decided to divide each of these sections in 4 parts because our idea was to give attention not only to our words, so we didn't write all the text by ourselves, but we did an introduction, a theoretical introduction to each of these sections, but we decided to have an interview within all of this section. We commissioned also a theoretical text also to another writer, and at the end we focused also on like a case studies that was mainly focused on what is happening in your country, so in France. And for this reason, we involved, in our opinion, probably the 80-90% of the most interesting figure working in the field. So working in this area of open culture applied, to different territories in a way and different disciplines. Some very important names, in our opinion, that we contacted in the past because of our backgrounds, because of our contacts, of our networks. It was really an open and networking process also to create, this special publication. And you will find easily the list of all the people involved, but if you don't know them, I really suggest you to follow what they do normally, usually, in their professional activities. And one of them was Michel Bauwens, which was involved exactly by Beck, and they are really in contact because of their sharing ideas of open cultures connected to new economies and developments of new creativities. And he's the founder of the Peer-to-Peer Foundation, which is a global network
researchers and people working around the concepts of peer production. And Mr. Gert Loving, that I'm sure you know it, who is the founder, for example, of Institute of Network Culture in Amsterdam. He's a theorist, a net critic, a book writer, and much more than this. And Bertram is involved at Arvidsson, who is a sociologist and a cultural theorist that teaches here in Milan at the Faculty of Sociology here in Milan, and he also a book writer, and he wrote a book called Brand, Meaning and Value in Media Culture, and he involved also Philippe Agrène, who is a French researcher and activist, and one of the founders of the Free Software Movement, right? And for my section, mine together with Claudia D'Alonso section concerning video and audiovisual, we decided to contact Lev Manovic, who wrote a theoretical text for us, especially because now he has been following a project from about 4 or 5 years or something, called the Software Studies Initiatives, in which he's the leader of a very high-level research group studying the possible impact of open software and open technologies on visual communication and video creativities, and the possible connections also between the intersection between the society we live and the creators of new visual and video contents, and the possible connections with softwares that could map, this rich and very complex databases. And we contacted also Mr. Kenneth Goldsmith, that maybe you don't know him because he's the man behind the UbuWeb. Maybe you heard about it. Of course, I'm sure you know UbuWeb platform, which is a really incredible online project, completely open and completely shareable, which is really an enormous database of video art projects and experimental cinema videos that are there, completely shareable online and completely open there. And the question that we had in mind from many, many years was also how possible that such kind of contents are freeable online and are available online without of copyright and without any attention from the big multinational following, the distribution of multimedia contents online. And we had an interview also with the Barcode Project, which was a French project co-produced by the National Film Board of Canada and Arte. Is it the right pronunciation? Yes. Okay. And we have an interview also with them, especially with Hugh Sweeney, which is the executive producer of this project. Within the sound and musical section, Elena Bizerna contacted Joanna Diemers, who is an associate professor of musicology at the University of Southern California. We had with Martin, who is a musician and an artist working with noise and improvisation, but he has been involving in the ideas of open and sharing processes concerning the musical production from many, many years. And we contacted also Mr. Julien Ottavi, that I know is there with you. Hello, Julien. Hello. And he introduced himself. He's a founder, one of the founders and members of Upward 33 Collective, and he's a media activist and also a sound artist, combining, the idea of media activism and sound composition, and but also with many links also with experimental film and architecture. So we thought it was really a good and perfect example of a kind of artist involving in this idea of sharing creative context between a more general atmosphere. And within the design and architecture section, Sabina Barcucci contacted Norbert Paltz. The guys she contacted was really quite famous designer and architects, working on the crossing border between software parametric
items connected to architecture, with the idea also of a new kind of open urbanistic systems. And Norbert Platz is one of them. He worked with Knox in the past in such big important studios, and he's also an international researcher in the field of experimental design, as Daniel Dendra, who is a German. He's German, right? A German and researching, working on the crossing border between open source cultures, practices, and methodologies also connected to contemporary design. And she was like, she contacted also Mark Forms, that is not used to have many interviews usually, and he was excited to be part of the project. And as you know, he's a French designer and researchers, and he's one of the founder of the very many collective working on prototype installation, open softwares applied, to a kind of new kind of creativity connected to design and architecture. And finally, the last section concerning the connection between art and science. Alessandro Del Fanti, who is a good friend of Mr. Steve Kurtz, who is one of the founder of the Critical Art Ensemble, and of course it was the best example within this section, because Critical Art Ensemble has been working on, of possible connection between art and science, with this idea of sharing, the risks, possibilities, and advantages and disadvantages about bio art and the science more in general, and their impact, in our society. And he contacted also Marc Dusselier, who is one of the founder of Hackteria, which is an hack lab and working around do-it-yourself practices around biology mainly. And finally, he contacted also from French. He contacted Eric Debelle. Eric Debelle, who is sorry for my French pronunciation. I know it's okay. And which is as well center working on the crossing border between art, science, but also with a strong impact on politics more in general, and doing yourself activities. And with all these people commissioning texts and writing texts by ourselves, we think we give you an idea of what is happening today, but not only today. The title of the publication is The Open Future. So our idea is to try to understand what is happening today concerning open activities more in general, and their impact of creativity and art and design and science, and what is happening today, to try to understand what is happening today, which could be also the impact in the future. And when we decided to give this title to the publication, we struggled a lot about this title, because which is the sense to speak about future concerning open creativity when this idea of open cultures is happening today. So it will not be the future. It's not a provision of the future. It's something that is happening today. In the same time, this title tried to give an idea of what could be a possible future starting from what is happening today. So only understanding which is the impact of open cultures today, art, design, music, architecture, science, we will be able to understand what will happen tomorrow. And so this was the general idea, and I stop my presentation here because we have no time, and I will give, I'm glad the stage also to Bertram Nissen, that will give you also another point of view, on these items and subjects and about this publication. Thank you, Marco, for this presentation. Bravo, je pense qu'on va terminer sur cette note très positive. Je voulais remercier Marco Mancuso et Bertram Nissen à la fois de leur présence à cette conférence et surtout de tout le travail de l'équipe de DigiCult sur la réalisation de la revue Open Future, la culture libre. Je voulais remercier les partenaires de notre revue aussi, le ministère de la Culture et de la Communication et notre partenaire Orange, Digital Arty également, qui coédite cette revue depuis un an. Et
Et je voulais remercier les 4 artistes présents ici aujourd'hui. Merci à tout le public d'avoir assisté à cette conférence Art Libre, à l'Open World Forum de nous avoir invités à présenter la revue. À très bientôt, j'espère, et on attend vos contributions libres pour les diffuser sous licence Art Libre avec grand plaisir. Merci à tous. Thank you very much.